la plus intéressante, mais la plus prenante. Parce qu'il faut être disponible au quotidien, en permanence, pour les bons et les mauvais moments. Donc c'est un engagement très fort qu'on doit avoir lorsqu'on est candidat à une mairie, mais c'est effectivement une fonction exécutive en plus. C'est-à-dire que vous avez un budget, vous pouvez décider avec votre conseil municipal d'un certain nombre de dépenses, vous pouvez décider de voter les impôts, ce sont des grosses responsabilités. On est fiers d'avoir un hymne européen, comme on est fiers d'ailleurs d'avoir un drapeau français, comme on est fiers d'avoir une Marseillaise, l'hymne national. Donc nous sommes effectivement français, mais nous sommes aussi citoyens européens, et donc nous sommes aussi citoyens régionaux dans nos régions, nous sommes citoyens d'une commune. On est toujours intéressé parce que sans budget, on ne peut pas faire grand-chose, et malheureusement aujourd'hui, le budget européen est très insuffisant, on y reviendra si vous voulez à l'occasion. Et puis, ces commissions, donc, elles sont diverses. Vous avez les affaires étrangères, vous avez le développement, la culture, l'éducation, l'emploi, les affaires sociales, le marché intérieur, le transport, le tourisme, les affaires juridiques. Et donc, moi je suis membre titulaire de la commission agriculture et suppléant au budget, mais j'ai passé la première partie du mandat à être titulaire au budget et suppléant à l'agriculture. Donc c'est deux commissions que je suis assez largement. Et puis, je suis aussi membre des amitiés UE-Turquie d'un côté et UE-Balkan de l'autre. Alors, je n'ai pas choisi le plus facile, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu toutes les difficultés qu'on peut avoir, à la fois avec la Turquie et avec les Balkans. Mais pour les Balkans, moi, je pensais, et je continue à penser sans doute naïvement, mais je continue à le faire, que c'est l'Union européenne qui peut réconcilier ce peuple complètement éclaté, l'ancien peuple yougoslave qui a été éclaté et qui s'est fait la guerre. Évidemment, les guerres laissent toujours des traces, et après pour rapprocher les morceaux, c'est toujours très difficile. Les institutions même de l'Union européenne sont des valeurs prioritaires. C'est-à-dire la solidarité, le droit, la justice, la liberté, etc. Ce sont des valeurs connues de l'Union européenne. Et donc, je me suis intéressé à ces délégations. Alors, avec la Turquie, évidemment, je suis très déçu de ce qui se passe en Turquie aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'on va s'en aller. Au contraire, il faut essayer de trouver les formules pour faire en sorte que la Turquie revienne à ses fondamentaux, à ses valeurs fondamentales de l'Union européenne. Nous, on ne peut pas accepter au niveau européen qu'un régime quel qu'il soit emprisonne des journalistes, emprisonne des profs de fac, emprisonne même des députés aujourd'hui, puisque il y a des députés kurdes
de la Turquie qui sont dans la prison. Donc ça, c'est pas acceptable. Après, les deux autres semaines à Bruxelles, une consacrée aux commissions. Je fais simple parce que c'est pas toujours complètement comme ça. La commission, la réunion des commissions spécialisées, l'agriculture, le budget, affaires étrangères, etc. On en a parlé tout à l'heure. Et puis une autre qui est liée, une autre semaine qui est liée aux groupes politiques. Et les groupes politiques se réunissent pour discuter des sujets qui les intéressent, qui vont intéresser à la fois les commissions et la séance plénière, et pour essayer de se mettre d'accord entre eux. Parce que je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile, même quand on est dans un même groupe politique, d'avoir les mêmes idées sur tout. Et tant mieux, je veux dire, tant mieux. C'est vrai que les discussions au sein du PPE sont souvent, Parti populaire européen, sont souvent rudes aussi. Et chez nous, chez les démocrates, c'est très dur aussi, parce que les partis politiques ne sont pas de même nature dans chaque pays. Entre le SPD allemand, entre le Parti socialiste italien qui était plusieurs fois en difficulté, reconstitué, déconstitué, reconstitué, bien, il y a souvent des divergences à l'intérieur du parti, chez nous c'est pareil. Donc l'idée c'est d'essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets, par exemple sur la question du budget européen, il est nécessaire d'avoir des discussions assez lourdes entre nous pour savoir quelle attitude on va adopter. Donc une semaine à Strasbourg, une semaine à Bruxelles au titre des commissions, une semaine à Bruxelles au titre du groupe politique. Et puis une semaine qu'on appelle verte, une semaine pour laquelle on est sur le terrain, à l'invitation des uns et des autres. Donc je ne suis pas la semaine verte, parce que c'était une semaine de Bruxelles. Je suis rentré de Bruxelles, donc je suis rentré mercredi soir, je suis passé faire une réunion à Tours, puis je suis là aujourd'hui. Même quand on est en semaine de Bruxelles, on peut répondre à des invitations. Donc on est souvent sur le terrain, à la rencontre des gens, parce que je crois que c'est nécessaire de pouvoir dialoguer, pour informer sur ce qui se passe en Europe, parce que je l'ai dit tout à l'heure au début de mon propos, les médias ne jouent pas vraiment le rôle de l'information de ce qui se passe au niveau européen. Alors je leur dis à chaque fois, mais pourquoi vous n'avez pas compris les choses? Parce qu'ils me disent c'est trop compliqué. D'accord, vous êtes des médias, vous êtes des médiateurs, alors vous êtes là justement pour expliquer des choses compliquées de façon simple. Donc voilà, et donc la nécessité d'aller à la rencontre des gens pour exposer, mais aussi pour écouter. Et sur des sujets importants, par exemple, qui concernent directement votre région, sur la question du glyphosate, ça peut être intéressant de discuter. Voilà, donc voilà effectivement l'organisation, et on a un point de place sans doute. Merci les enfants d'avoir, les jeunes d'avoir participé à cette matinée, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Avant de partir, j'ai des excuses à formuler. Donc, M. Lost, directeur du collège Sainte-Cécile, et Mme Tanaghi qui s'excusent, qui sont représentés par la présidente de l'appel. Et sur ma question aujourd'hui, c'est comment pouvez-vous convaincre les producteurs, donc agriculteurs et maraîchers, de produire de l'agriculture biologique pour satisfaire le besoin de la population? C'est une question qui ça commence bien, parce que c'est une question complexe. Effectivement, il y a aujourd'hui une demande de produits biologiques de plus en plus forte. Les citoyens veulent maintenant des produits de qualité qui soient effectivement des produits bio. Ceci dit, la définition du bio n'est pas aussi évidente que ça. Et donc, nous sommes en train de travailler sur un rapport sur le cahier des charges du bio, qui a été très difficile à mettre en œuvre, parce que, effectivement, le bio, vu
de la Hollande et le bio venu d'Espagne, c'est pas tout à fait le même. Et donc la Hollande manque de terre, de territoire, et donc a tendance à faire du hors-sol. Et du bio hors-sol pose un certain nombre de questions, bien entendu. Donc le règlement bio qui va être voté la semaine prochaine à Strasbourg est un règlement qui effectivement prend en compte la diversité des productions bio de l'Union européenne et qui trouve un équilibre entre les diverses propositions des uns et des autres, entre les divers groupes politiques également, mais qui est une première étape très importante, parce que pour la première fois, on va vraiment avoir un cahier des charges du bio européen. Et sur ce cahier des charges, eh bien, ça nous permettra d'avoir des exigences vis-à-vis des importations. Il y a des importations de bio qui viennent aujourd'hui d'un peu partout dans le monde, y compris de Chine, et qui ne sont pas forcément respectueuses des qualités du bio normal. Et donc voilà pourquoi nous allons adopter ce règlement bio qui a été obtenu après 2 ans de travail, 2 ans de discussions difficiles, et qui aujourd'hui avance dans la bonne direction. Alors, entre le conventionnel et le bio, il faut 3 ans de travail pour arriver à passer en bio. Il y a pendant 3 ans, on ne peut pas vendre les produits au prix du bio. Donc on est obligé de les vendre au prix conventionnel. La difficulté, c'est donc de pouvoir accompagner pendant cette période les agriculteurs bio. Et ça fait partie des propositions qu'on peut faire pour la nouvelle PAC, faire en sorte qu'il y ait dans la conversion bio une aide spécifique de l'Union européenne, justement, pour franchir cette étape-là de passage au bio, qui est une étape difficile pour le monde agricole. Marché. Et donc, nous étions au Parlement européen, nous nous opposons à ce que la Chine bénéficie du label économie de marché, parce que ce n'est pas une économie de marché, c'est une économie qui, en partie, du marché, mais c'est quand même une économie étatique avec un gouvernement chinois qui est capable de subventionner assez largement un certain nombre de productions, et donc, du coup, de mettre en concurrence les produits chinois avec les produits européens. Et donc là, il y a un vrai sujet majeur de réflexion. Ce n'est pas fait avec la Chine d'ailleurs, parce que la réflexion s'étend à l'ensemble des autres pays et l'ensemble des accords sur le commerce international. Cette nouvelle pratique culturelle, c'est-à-dire les rotations de culture, l'organisation, une nouvelle marché des légumineuses par exemple, la couverture végétale, les cultures dérobées, il y a plein d'idées qui sont aujourd'hui sur la table et qui permettraient effectivement de changer les pratiques culturelles en ayant moins besoin de pesticides. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion publique est quand même très remontée et quand même très critique par rapport à l'utilisation des pesticides. Il faudrait faire très attention à ce que le monde agricole ne pâtisse pas de cela. Alors, il n'y a pas que le glyphosate, il y a les néonicotinoïdes aussi, qui posent problème aujourd'hui, puisque les néonicotinoïdes sont tueurs d'abeilles. Et donc, si on tue toutes les abeilles, si on tue tous les insectes pollinisateurs, on va perdre beaucoup en rendement, non seulement en fruitier, mais sur la production végétale. Et donc, nous avons le devoir aujourd'hui de réfléchir à la non-utilisation des néonicotinoïdes et d'un certain nombre d'intrants. Et donc, la nécessité de réfléchir aujourd'hui ensemble à une nouvelle politique agricole, qui serait une politique agricole commune européenne, mais avec des objectifs de durabilité, comme on dit, et de respect de l'environnement qui seraient plus forts aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va le faire du jour au lendemain, votre question est là, mais ça veut dire qu'il faut qu'on commence à s'y préparer. Et je suis allé faire une intervention devant l'ensemble des agricultures ou des syndicats agricoles européens pour leur dire ça. Au départ, je n'ai pas été très bien accueilli, mais à la fin, il y a eu une vraie réflexion en disant « Vous avez sans doute raison, on ne peut pas continuer comme ça avec ce risque qui est permanent et ce risque qui touche d'abord les agriculteurs. » Donc voilà pourquoi aujourd'hui il faut commencer à avancer dans la réflexion de la non-utilisation des intrants et des pesticides notamment. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'en faudra plus du tout, parce que ce serait difficile, mais ça veut dire qu'il faut qu'on trouve autre chose, qu'on travaille autrement. Et je pense qu'avec vos profs, vous pouvez commencer à réfléchir ensemble à cette nouvelle agriculture qui sera celle de demain
et dans laquelle vous serez impliqués, parce que vous serez les futurs agriculteurs, à la fois respectueux de l'environnement, mais aussi en capacité de nourrir la planète avec des bons produits et d'avoir un revenu décent, parce que c'est aussi ça qui est important. Ma question, c'était, depuis la proclamation du Brexit, quels sont les premiers avantages et les premiers inconvénients qu'on a pu remarquer? Quels sont les premiers avantages et inconvénients qu'on a pu remarquer? Il y a beaucoup d'inconvénients. Il y a beaucoup d'inconvénients. C'est vrai que le Royaume-Uni est un partenaire agricole, doute là-dessus. Et c'est vrai que son départ a posé un certain nombre de questions pour l'Europe, mais surtout pour le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, aujourd'hui, a décidé de quitter l'Union européenne. C'est là qu'il faut qu'on sauve les comptes. Le Royaume-Uni paye ce qu'il doit à l'Union européenne. C'est-à-dire que le Royaume-Uni accepte la libre circulation des personnes. Ça veut dire que le Royaume-Uni, c'est là que je viens à venir, sont en capacité de gérer une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande qui ne soit pas une frontière de barbelés. Puisque entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Nord appartenant au Royaume-Uni, et l'Irlande, il y a un processus de Pelletier du Vendredi Saint qui serait en péril si on remettait en place une vraie frontière. La Commission européenne et surtout le Conseil ont décidé qu'il y avait, je ne sais plus combien, 16 ou 17 paradis fiscaux, plus une liste grise quand même. Il monte jusqu'à 45 l'ensemble des États qui sont suspects. Mais l'étonnement qu'on peut avoir, vous avez raison, c'est qu'il n'y a aucun État européen qui soit dans cette liste de paradis fiscaux. Or, il y en a. Et le Parlement européen, enfin pas le groupe en tout cas, mais je pense que c'est une bonne chance d'être adopté la semaine prochaine, a fait des propositions pour que au moins 4 pays rentrent dans le dispositif. Alors c'est Malte, c'est le Luxembourg, c'est la Hollande et c'est l'Irlande. Pour vous situer l'Irlande, vous avez entendu parler d'Apple, siège social irlandais, et le commissaire Vestager a infligé une pénalité de 13 milliards d'euros à Apple à payer à l'État d'Irlande pour des fautes de concurrence et non paiement de la fiscalité, sauf que le gouvernement irlandais refuse ces 13 milliards parce qu'ils veulent continuer à attirer les grandes entreprises par leur fiscalité avantageuse. Donc voilà pourquoi, effectivement, aujourd'hui, il y a la nécessité absolue de travailler sur la question fiscale et l'harmonisation fiscale. J'ai fait un amendement avant de partir à Bruxelles, assez dur sur cette question-là, parce que je demande à ce que l'harmonisation fiscale soit totale entre les pays, à la fois sur l'assiette d'imposition, à la fois sur des taux d'imposition. Alors je vous dis tout de suite qu'il n'y a aucune chance de passer, parce qu'il y a des pays qui, évidemment, n'ont pas intérêt à cela. Mais globalement, il faudra un jour avancer sur cette question d'harmonisation fiscale, parce que sinon, on va avoir de grosses difficultés dans l'organisation européenne dans les années à venir. Lorsqu'ils arrivent en Europe, c'est surtout parce qu'ils fuient la guerre, ils fuient la misère. Je pense que l'Europe est un Eldorado. Alors en fait, c'est pas tout à fait ça, parce que l'Europe n'a pas que des qualités, et l'Europe est en capacité d'accueillir dans de bonnes conditions l'ensemble de tous ceux qui veulent quitter leur pays parce que c'est la misère, parce que c'est la guerre. Donc l'Europe a le droit, par contre, le devoir de regarder cette question de droit d'asile. Parce que quand on quitte son pays, c'est pas pour le plaisir de le quitter. C'est parce qu'on est dans une situation qui n'est plus possible. Et donc on demande effectivement à bénéficier de ce qu'on appelle le droit d'asile. Et donc on s'en va ailleurs, et notamment en Europe, parce que l'Europe a effectivement une aura, une bonne presse auprès des migrants. Ils pensent que l'Europe va leur permettre de trouver une vie meilleure. Et ils veulent tous aller en Allemagne, c'est vrai, mais aussi au Royaume-Uni. Pourquoi au Royaume-Uni? S'ils quittent leur pays, c'est pas, contrairement à ce que certains pensent, c'est pas pour vivre au projet de la société.
c'est pour au contraire trouver un travail rémunérateur qui leur permette de vivre décemment. Donc voilà pourquoi l'Union européenne est confrontée à une vraie difficulté par rapport à cette question des migrants. Et aujourd'hui, l'Union européenne essaie de trouver les formules qui permettent de mieux répartir la charge d'immigration sur l'ensemble des pays, mais se heurte, il faut le dire, à un certain nombre de pays qui refusent obstinément d'accueillir les migrants. C'est la Hongrie, c'est dans une moindre mesure la Slovaquie, c'est la Pologne, qui veulent bien accueillir des migrants à condition qu'ils soient bien pensants, catholiques, pratiquants, etc. Donc voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, ces questions de migrants. Et l'Union européenne n'a pas été très courageuse, il faut dire, en passant un deal avec la Turquie, pour que la Turquie garde les migrants syriens dans ses camps, et l'Union européenne, les États européens donnent 6 milliards d'euros par an à la Turquie pour qu'elle conserve ces migrants sur son sol, ce qui pose un certain nombre de problèmes, dans la mesure où la Turquie est aujourd'hui un régime qui dérive vers la dictature en enfermant les profs de fac, en enfermant les magistrats, en enfermant même les députés du Parti kurde. Donc il y a un vrai souci sur cette question. Alors ça, c'est un sujet qui est posé dans le cadre des accords internationaux. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, il n'y a pas que la viande bovine, il y a aussi le vin français. Donc la meilleure protection, si j'ose dire, c'est les appellations d'origine protégée. Et donc, ce qu'il faut à chaque fois qu'il y a des accords internationaux, c'est d'imposer l'origine protégée aux partenaires qui veulent commercer avec nous. Et il faut non seulement l'imposer, mais vérifier effectivement qu'il n'y a pas de trafic sur ces questions-là. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra protéger la viticulture française par l'indication d'origine protégée. C'est valable pour le vin, mais c'est valable aussi pour d'autres productions. L'étiquetage est quelque chose de très important. L'étiquetage des produits est quelque chose de très important. Évidemment, sur la question du vin, il faut que nous soyons en capacité de nous protéger par rapport aux productions françaises qui sont des productions de grande qualité, mais qui effectivement aujourd'hui sont soumis à la concurrence d'un certain nombre de pays. Je pense aux pays d'Amérique du Sud notamment, mais aussi d'autres pays qui se mettent à faire du vin, parce qu'avec le réchauffement climatique, même les Anglais vont faire du vin. Donc il faut être conscient de la nécessité de nous protéger et de protéger nos appellations. 800 000, 1 million de migrants, alors que la France en a accueilli, on va dire 15 000, dans le meilleur des cas. Donc effectivement, la question économique n'est pas neutre, parce que Angela Merkel est sans doute quelqu'un au grand cœur, mais Angela Merkel est un chef d'État d'une grande puissance économique qui est l'Allemagne. Et donc elle a bien compris que dans la mesure où les Allemands n'ont pas fait assez d'enfants, il fallait recueillir des migrants parce qu'ils seraient utiles au développement de leur pays. Et donc voilà, les autres pays sont plus timides sur cette question-là. Et ils ont, à mon avis, ils ont tort. Mais bon, c'est une question personnelle. Je suis allé à plusieurs reprises rencontrer des migrants dans des camps en France, et je me suis aperçu à chaque fois, en discutant avec eux, en discutant avec leur environnement, qu'ils apportaient beaucoup au paysage local, pas avec les 6,90 € que l'État français leur donne, mais aussi par leur implication dans le monde associatif, leur implication dans le monde culturel, leur implication dans le monde sportif. Ils font que très vite, ils s'installent dans le paysage, notamment dans le monde rural. J'ai visité 2 camps dans le monde rural, un à Haute-Vienne, l'autre dans le Cantal, et je peux vous dire que lorsque ces migrants s'impliquent dans la vie associative, dans la vie locale, eh bien, très vite, les populations comprennent que ce ne sont pas des ennemis, au contraire, que ce sont des amis, et que c'est avec eux qu'il faut construire l'avenir. Voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, il n'est pas partagé par tout le monde. Bonjour, Blas et Morgane, première sapate. L'adoption est-elle plus facile dans certains pays européens qu'en France?
vous posez un problème délicat. L'adoption en général plus facile dans d'autres pays qu'en France. Et ça dépend de quelle adoption on parle. Il y a une adoption très réglementée en France, avec des enquêtes sociales extrêmement lourdes pour l'adoption par un couple. Mais aussi, il y a des gens qui vont adopter des enfants en Afrique du Sud, en Chine, en Corée, etc., qui ne posent pas les mêmes problèmes. Donc la loi le permet en France, et la loi le permet dans les autres pays. Il n'y a que l'adoption, j'allais dire officielle en France, qui est très réglementée. Le reste, c'est beaucoup moins. Donc, à mon avis, il n'y a pas de problème majeur pour l'adoption en France. Bonjour, Laura Thirois, en première STAV. Comment la répartition des aides rurales est-elle régie au niveau européen? Quel pays en est le plus bénéficiaire et sous quelles conditions sont-elles accordées? Les aides rurales. Les aides rurales sont intégrées dans ce qu'on appelle le deuxième pilier de la PAC, c'est-à-dire ce qu'on appelle le FEADER. Vous savez que la PAC a deux piliers. Un premier pilier qui est lié strictement à l'agriculture, puis un deuxième pilier qui est lié à l'agriculture et le monde rural vivant qui est autour d'elle. Et donc effectivement, les fonds européens liés au monde rural arrivent par le biais de ce qu'on appelle le FEADER. Et le FEADER, aujourd'hui, est géré depuis les dernières élections régionales. Le FEADER est géré par les régions, même si l'État français avait fléché à peu près 80% des aides FEADER en direction d'un certain nombre de politiques. Je pense notamment aux politiques des ICHM, des indemnités compensatrices des territoires handicapés, en situation de handicap, pardon, et qui fait que, effectivement, les régions n'ont guère que 20% pour travailler sur cette question-là de l'utilisation du FEADER pour le monde rural. Et il y a à l'intérieur du FEADER, il y a un programme que vous connaissez peut-être, qui est particulièrement important, qui s'appelle le programme LEADER, qui est précisément fait pour faire en sorte que le monde rural puisse examiner dans sa globalité la question du soutien au monde rural. Donc ce sont des programmes très importants. Il n'y a pas que le FEADER dans le monde rural, il peut y avoir aussi le FEDER, le Fonds européen de développement régional, qui abonde dans le monde rural un certain nombre de financements, notamment de financement d'infrastructures, et notamment de financement de ce qu'on appelle le haut débit, ou en Allemagne, en Europe, la large bande, parce que le haut débit devient aujourd'hui un instrument incontournable pour la vie sociale dans le monde rural, et notamment pour le monde agricole, parce que je dis souvent aux agriculteurs, vous avez besoin de haut débit, ne serait-ce que pour faire vos déclarations PAC. Et c'est vrai qu'il y a là la possibilité pour la France, pour les pays de l'Union européenne, d'utiliser à la fois le FEADER et le FEDER pour renforcer la capacité du monde rural à être relié à l'extérieur. Et je crois que ça me paraît très important. Donc l'Union européenne joue un rôle essentiel, notamment sur les territoires ruraux, pour leur permettre effectivement d'être reliés au monde. Bonjour, Esteban, élève en première Sabat. Pourquoi avez-vous choisi d'être député européen plutôt que député français? Alors ça, c'est la vie politique, les situations, les circonstances, etc. Donc pour tout, pour ne rien vous cacher, j'ai eu à choisir pas entre l'Assemblée nationale, mais entre le Sénat et l'Union européenne. Et donc j'ai choisi l'Union européenne parce qu'effectivement je considère que c'est notre avenir commun, l'Europe. Donc il faut que nous soyons capables de construire cette Europe de la fraternité, de la solidarité, de l'égalité, et cette Europe économique qui pèse dans le monde. Nous sommes quand même 500 millions d'habitants, 520 millions d'habitants, et nous arrivons avec 500 millions d'habitants à peser dans le monde
alors que la France toute seule, ou même l'Allemagne toute seule, avec ses 60 millions d'habitants pour la France, aurait du mal à peser dans un environnement où nous serons bientôt 9 milliards. Donc il faut bien avoir toute proportion gardée, comprendre l'importance de se grouper pour résister à cette mondialisation, faire en sorte qu'effectivement nous soyons en capacité de négocier, de poser des limites, de faire en sorte que l'Union européenne respecte un certain nombre de valeurs dans ce monde mondialisé qui devient extrêmement compliqué et dangereux dans certains secteurs, notamment dans le secteur du Moyen-Orient. Vous avez entendu parler avec toutes les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Mais l'Union européenne, justement, a un rôle, me semble-t-il, à jouer dans ce contexte mondial. Et c'est la raison pour laquelle il faut être européen à tout prix, pour faire en sorte que ce groupement des États puisse peser dans cette mondialisation qui ne nous veut pas que du bien en général. Bonjour, Robin Boer, en termes CGEA. Dans quel but avez-vous supprimé la préférence communautaire alors que l'Europe a été créée pour soutenir et protéger l'agriculture? C'est-à-dire, préférence communautaire, c'est le travail par rapport à l'Europe, et notamment selon les risques pour l'agriculture en général, et la protéger au niveau de la France. Je crois qu'il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ce marché mondialisé, moi je vous dis mon sentiment, je vous dis d'abord, il fallait utiliser le marché intérieur de l'Union européenne, et puis effectivement, s'il y a des excédents, s'il y a des productions qui peuvent s'exporter, il faut exporter. Mais il faut d'abord, c'est à double détente, il faut d'abord effectivement se préoccuper du marché intérieur de l'Union européenne, mais aussi, de plus en plus, il faut essayer d'avoir un marché de proximité, parce que les déplacements incessants de denrées alimentaires qui dépensent de l'énergie, qui font des émissions de gaz à effet de serre, finissent par poser des problèmes. D'où la nécessité, lorsque vous serez installés, ce que j'espère pour vous, c'est aussi d'avoir un travail de proximité et la mise en place de circuits courts qui feront qu'on ne sera pas amené à envoyer d'un bout à l'autre de la planète des produits et à recevoir les mêmes dans l'autre sens. Donc voilà, à mon avis, les enjeux de l'avenir, ils sont aussi là. Et c'est ça, c'est pas que la préférence communautaire, c'est aussi la préférence régionale d'une certaine façon. Bonjour, Maximilien, élève en première CGEA. Pourquoi l'Union européenne interdit certains produits phytosanitaires qui sont finalement tolérés dans le monde et que nous retrouvons dans les aliments importés de l'étranger? Oui, il faut bien commencer. Et effectivement, vous avez raison de dire que là, pour le coup, on se met en situation de concurrence qui ne nous est pas favorable. Sauf qu'à un moment, il faut prendre conscience d'un certain nombre de choses, et notamment des risques pour la santé humaine. Alors, d'abord, il faut harmoniser au sein de l'Europe. Ça me paraît être la moindre des choses. C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure. La France, de mon point de vue, ne peut pas se désolidariser des décisions européennes qui ont été prises, sauf à se mettre en difficulté de concurrence par rapport à d'autres pays européens. Ceci dit, il faut aussi que nous soyons capables d'avoir des normes européennes qui imposent l'arrivée de productions qui viennent de l'extérieur et qui sont peu scrupuleuses de l'environnement, et donc utilisées avec des pesticides, des insecticides, etc. Et donc ça fait partie des questions essentielles qu'on se pose, de faire en sorte de se protéger avec des systèmes de normes. Et quand je vous disais que dans les accords internationaux, il y a la question des prix et la suppression des droits de douane, mais il y a aussi la question des normes. Et vous savez que, par exemple, quand on a parlé beaucoup du TTIP ou du TAFTA, vous voulez, qui est mort aujourd'hui parce que Trump l'a tué, mais la question a été posée des poulets chlorés, par exemple. Donc, nous, on ne peut pas accepter d'avoir des productions qui sont conservées au chlore. Donc, on refuse, dans les accords internationaux, on refuse effectivement un certain nombre de pratiques.
dans ces accords-là. Donc c'est comme ça, je crois, qu'il faut se protéger. Bonjour, Jérémy Tillier. Je voudrais savoir, l'Union européenne, qu'apporte-t-elle à la France et aux autres pays? Parce qu'on voit pas mal de négatifs, le phyto qui va être arrêté, plein de choses comme ça, et on voudrait savoir ce qu'il va nous apporter, ce qu'elle va nous apporter. L'Union européenne apporte à la France une politique agricole commune. C'est déjà très important. C'est-à-dire, c'est 9 milliards par an pour la politique agricole française. C'est pas négligeable. Alors c'est vrai que l'État français, les régions, quelquefois les départements, abondent cette enveloppe et arrivent presque à la doubler. Mais l'Union européenne apporte à la France, au titre de la politique agricole commune, apporte 9 milliards, qui permet aujourd'hui d'avoir encore des exploitations agricoles. Si nous n'avions pas cette aide de la PAC, il y aurait malheureusement beaucoup d'exploitations agricoles qui auraient disparu. Et puis elle n'apporte pas que ça. Elle apporte aussi le marché européen quand même. Parce que lorsque nous fabriquons des produits, lorsque nous fabriquons des arbustes, des voitures, etc., nous avons un marché unique européen qui est sans droit de douane, et donc qui permet effectivement d'écouler aussi nos produits manufacturés. Donc c'est ça aussi l'idée du marché unique européen. C'est pour ça que les Anglais aujourd'hui ont du mal à s'en sortir du marché unique européen. Parce qu'ils veulent bien quitter l'Union européenne, mais ils veulent conserver le marché, bien entendu. Et donc la négociation aujourd'hui est difficile pour ça. Parce que le Royaume-Uni voudrait bien avoir les avantages du marché, mais pas les inconvénients. Donc ça n'existe pas. Et c'est donc une raison pour laquelle les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sont aujourd'hui extrêmement difficiles et douloureuses, parce que la question du marché est une question tout à fait importante. Et donc la France bénéficie de l'Union européenne non seulement par les aides directes, les aides couplées ou découplées, mais aussi par le marché qui s'offre à elle. Et puis c'est pas que ça, c'est aussi un espace de liberté, c'est aussi un espace de déplacement pour la jeunesse. Je vais terminer là-dessus parce que ça vous concerne. L'espace de déplacement pour la jeunesse, c'est Erasmus. C'est un programme européen formidable qui a permis à beaucoup de jeunes d'aller dans d'autres pays européens, voir d'autres pratiques, y compris des pratiques agricoles, d'autres pratiques, apprendre d'autres langues, avoir d'autres cultures, faire en sorte que petit à petit, ce peuple européen se mette en marche et fasse que tous ces enfants, un jour ou l'autre, se sentiront européens et feront en sorte que l'Union européenne soit une vraie puissance mondiale. Donc voilà pourquoi moi je suis un militant fervent de l'Union européenne, de sa construction, qui a déjà réussi la paix depuis 70 ans, ça c'est pas neutre, mais qui peut faire beaucoup plus sur ces valeurs, qui sont des valeurs de solidarité, de liberté, d'égalité, de justice. Voilà pourquoi je suis député européen. Merci. Alors, merci à notre passeur de micro. Merci Jean-Paul Denano d'être venu, d'avoir passé cette journée avec nous. Moi, je remercie aussi les élèves pour leur attention. Pour la plupart, vous avez été attentifs et on voit qu'il y a eu un travail avec les enseignants, avec Thierry Paya et Jean-Loup Bourgueil notamment, un travail de préparation des questions, donc des questions diversifiées, donc c'était très, très enrichissant aussi. Des questions, c'est aussi déjà des réponses. Alors, donc on va laisser Jean-Paul Denano repartir. Je signale qu'il venait de Limoges, hein, quand même, donc ce n'est pas rien. Et donc, on le remercie, on l'applaudit une dernière fois, et bonne journée à vous.